Ok, c'est parti. Bonjour Emilia, Salut, bienvenue chez Clara, Adam et Raoul c'est ça. pour un temps d'échange par rapport à la chaîne d'interview Herzl Varonaod, qui est une chaîne d'interview de surfeurs et de surfeuses en Basse-Bretagne pour témoigner, questionner et répondre à des problématiques locales accessibles en tant que collectif citoyen. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Yes. Du coup, je m'appelle Ludmila, j'ai 23 ans. Je suis originaire de Bourgogne. J'ai vécu 20 ans là-bas avant d'arriver en Pays Bigoudin il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Je suis arrivée ici pas par hasard, je pense, comme beaucoup de gens qui arrivent en Pays Bigoudin. Mon grand-père habite ici et je venais ici quand j'étais petite en vacances. Et j'ai décidé de venir m'installer là il y a 2 ans et demi où j'ai passé une première année complète. Et là, je suis revenue à l'automne dernier à plein temps ici. Je travaille au pub La Mars à Pont-l'Abbé depuis octobre. Et je compte bien rester ici quelques temps encore sur ce beau territoire, quoi. Ok. Quelle place occupe le surf dans ta vie? Alors, bah, avant tout, je pense que c'est une vraie passion. Et tu penses tout le temps, quoi. Tu penses tous les jours. Même quand tu vois que ça surfe pas, tu checkes les conditions pour les semaines qui suivent, les jours qui suivent. Et dans ma vie, le surf, ça a été un gros aussi déclencheur de changement de vie, je dirais. Parce qu'il y a 3 ans, comme je t'ai dit, du coup, j'étais en classe prépa droit éco à Dijon. Et j'ai grandi en surfant que 2 semaines par an l'été, quoi. Quand je venais donc soit dans le Finistère, soit dans le Morbihan sur Quiberon. La première fois que j'ai fait un cours de surf, je devais avoir 10 ans. Là, j'en ai 23, donc ça va faire 13 ans finalement que je surfe, mais à 2 semaines par an, tu progresses pas et t'as pas le temps de vraiment comprendre ce qui t'anime pour ça, quoi. Et du coup, à partir de 18 ans, tu sais, t'as le permis, la voiture, donc je partais en vacances plus l'été encore. J'essayais d'aller dans les Landes et tout, j'ai fait des surf camps toute seule parce que je voulais vraiment m'y mettre. Mais quand j'étais dans les études et tout, je me disais, mais putain, ils ont de la chance, ils vivent au bord de l'océan, comment c'est possible, tu vois, quand t'as pas de modèle dans ta vie qui te montre que tu peux vivre sur ces territoires-là toute l'année, que tu peux faire du surf toute l'année, c'est dur de se projeter. Et du coup, à 20 ans, j'ai tout envoyé balader un peu. J'ai arrêté mes études de droit et je suis arrivée à Quimper pour faire une licence pro tourisme. Et c'est là que j'ai commencé à voir qu'on pouvait surfer toute l'année. Donc je suis allée dans un club et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des surfeurs ici, avoir une vraie communauté surf. J'ai vu qu'on pouvait surfer en hiver avec l'équipement qu'il faut, mais qu'on pouvait surfer en hiver avec des belles conditions. Et puis petit à petit, tu progresses et tu arrives de plus en plus à trouver une place dans l'eau, à connaître de plus en plus de monde ici. Et puis, l'année dernière, je me suis baladée un peu partout en France en woofing. Mais je suis revenue quand même une petite dizaine de fois en Bretagne en me tapant des Bourgogne-Bretagne, Cévennes-Bretagne. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc. Donc quand j'ai voulu me reposer quelque part, je me suis dit, bon, le Finistère Sud, Pays Bigoudin, c'est vraiment là où je veux être. Et j'ai tout fait pour revenir ici et pouvoir m'installer ici. Et le surf au quotidien, maintenant, j'ai plus cette frustration de me dire, bah, je peux surfer 2 semaines par an, il faut que les conditions soient belles et tout. Là, tu t'en fiches, quoi. Tu peux y retourner le lendemain, tu peux y retourner le soir. Et j'ai plus aucune frustration. Alors, des fois, t'es frustré parce que tu fais pas ce que tu veux de ta session, ou parce que tu sens que t'as été pourri, et que t'as pas pris tes vagues, que t'es mal placé. Mais il y a vraiment ce truc où tu dis, je peux voir l'océan tous les jours. Et vraiment, c'est un besoin. Maintenant, même quand je pars en vacances, je reste au bord de l'océan. Je peux plus m'en passer. Et je trouve que t'as tout un cérémonial maintenant autour du surf. Toi, en tant que surfeur, par exemple, tu te lèves, tu checkes les conditions. Tu dis, bon, allez, je prends cette board là. Tu charges la board, la combi. Tu fais la route jusqu'au spot avec ta bonne musique à fond là. Je pense qu'on a tous des musiques qu'on se met pleine balle dans la voiture pour y aller. T'as la patate, t'arrives, tu vois les vagues. Si c'est parfait, mais alors là, ça monte encore d'un cran. Genre, t'es à fond, de fond. T'as les potes qui arrivent. Donc, tout le monde se change, tout le monde wax, tout le monde se met à l'eau. Et là, tu sais que tu vas t'éclater, quoi. Et ça, c'est les meilleurs moments. Et maintenant, putain, je me dis, à chaque fois que je suis dans l'eau, je me dis, putain, je suis arrivée toute seule ici. Je me suis débrouillée. Et maintenant, je vis ça, pour moi, quoi. Et je pense que t'as une addiction aussi à plein
moments dans les visions du surf que t'as. Enfin, moi, je sais que quand tu sens que tu rames, tu vois la vague qui se forme, tu sens que t'es bien placé, t'as la vision de la vague qui va dérouler. Et là, mais, tu peux faire ça, mais pendant 4 heures. Genre, c'est infatigable. Même si t'as froid et tout, tu t'en fous. Quand t'es dans l'eau, bah même quand t'es dans l'eau, t'as pas trop chaud, pas trop froid. En principe, t'es bien, t'es posé, t'as le temps. Moi, j'ai pas de montre, c'était pas de montre, pas de téléphone, tu t'en fous. Et ouais, c'est ça, même quand t'es au large, tu regardes, t'as que l'océan, t'as que du bleu, t'as le ciel, t'as l'océan à perte de vue. Et quand t'es avec les copains, c'est encore mieux, parce que quand ils ont pris une vague top, quand ils remontent au pic, ils ont la banane à fond, après tu sais que t'es ton tour, et... Enfin, voilà, c'est une addiction, je pense. Une addiction à être dans l'eau avec des gens avec qui t'aimes bien partager ça, quoi. Ok. Et, et du coup, tu prends des cours de surf. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte? Bah alors moi, j'ai vraiment commencé avec les écoles. Donc comme je t'ai dit, je faisais des stages tous les étés. Et moi, j'ai plein de profs de surf qui ont été hyper importants pour moi en tant que modèle, parce que j'en avais pas. Mon père, il faisait de la planche à voile, lui. Planche à voile, voile et kayak. Et il faisait pas de surf. Alors maintenant, il en fait. À 58 ans, là, on va surfer ensemble en longboard et c'est bien cool. On se marre bien. Mais moi, en n'ayant pas grandi au bord de la mer et en n'ayant personne que je connaissais qui faisait du surf, j'ai jamais eu de potes qui pouvaient te dire viens, je te prête une planche, une combi et je t'emmène surfer. Et du coup, les profs, pour moi, ont vraiment joué ce rôle-là. Et j'ai plusieurs profs qui m'ont suivi pendant des années. Enfin, je pense à Ben qui est à Quiberon, que j'ai vu pendant 10 années de suite tous les étés. Je pense maintenant à Germain, Rémi, Dom qui sont ici et qui me suivent depuis 3 ans chacun. Et ils savent comment je surfe et ils m'ont vraiment intégré aussi ici, eux, en Pays Bigoudin. Mais je trouve que c'est important aussi de prendre des cours alors déjà pour progresser dans ton surf, pour avoir une notion de sens marin que t'as pas si t'arrives tout seul comme ça et que tu t'es jamais posé la question. Ils t'apprennent à lire, ils t'apprennent les dangers et ils t'apprennent aussi carrément à comment se comporter dans l'eau, quoi. Et quand on parle de toute la population maintenant qui se met au surf, les débutants, qui arrivent sur les spots qui sont déjà pas mal blindés maintenant, pour moi, il faudrait qu'ils passent vraiment par les écoles, quitte à faire un seul cours. Et il faut que là, les profs, ils soient bons dans leur pédagogie d'explication que il y a du monde et ça marche comme ça. Qu'il y a des priorités, qu'on se met pas en plein milieu parce que c'est une gauche, c'est une droite, et que là, tu vas gêner. Et au lieu de se faire engueuler par des gens qui surfent très bien et qui sont habitués à être là, il faut avoir cette pédagogie-là, donc tout le monde n'est pas prêt à le faire. Enfin, je comprends qu'il y en a qui soient saoulés, qu'à chaque fois qu'ils se prennent une belle vague, il y a un débutant en planche en mousse de 9 pieds qui est en plein milieu et qui part, quoi. Mais il faudrait que les gens passent par des écoles, quitte à faire un seul cours. Et moi, le club aussi, ça m'a apporté tout cet aspect collectif. Le surf, on voit souvent ça comme quelque chose de très individuel, mais moi je trouve que c'est aussi des super beaux moments de partage que t'as avant la session, dans l'eau, mais aussi après. Et moi, sans ça, j'aurais jamais été intégrée ici, quoi. C'est vraiment grâce à ça que j'ai fait tous mes liens ici. C'est grâce à ça que je bosse à la Mars, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré Vanessa. Et il y a vraiment cet aspect collectif de partage. On progresse ensemble aussi. On fait des sessions pourries, ça arrive, parce qu'au club, des fois, ils nous envoient dans des conditions horribles, en plein hiver, dans le vent et tout. Mais on s'en fout parce qu'on est content d'être ensemble aussi, quoi. Et je trouve, voilà, il y a à la fois cet aspect explicatif, sens marin, pour les débutants aussi, savoir quelles sont les règles, parce qu'il y a des règles dans le sport. L'océan, il y a tout le monde, mais il y a quand même des règles qu'il faut comprendre pour être à l'aise dans l'eau avec les autres. Et cet aspect aussi de partage et de collectif, quoi. Ok. Et quelle est ta perception de la place des femmes au sein de la communauté surf? Déjà, je trouve qu'on est de plus en plus nombreuses. Moi, au fur et à mesure que j'en ai fait, j'ai commencé même, il y avait très peu de filles dans les cours, quoi. Et finalement, maintenant, on se fait des sessions que entre filles, quoi. À la torche ou dans le coin, on s'envoie des messages et on se retrouve à 5-6 filles sur le parking pour aller surfer, quoi. Et on est de plus en plus dans l'eau. Je trouve qu'on a aussi de plus en plus de modèles au niveau national et international. Une visibilité qui est plus grande. Avec des filles qui cassent pas mal aussi les codes classiques du surf qu'on voit dans les médias. Donc,
qui viennent voir l'hiver à quoi on ressemble. On n'est pas en bikini sur nos longues ventes, quoi. On est plutôt en cagoule, chaussons, 5-4 à se les cailler. Mais ouais, puis je pense à des filles comme Johanne Defay qui a galéré parce qu'elle avait pas l'image qu'il fallait, qu'il fallait dans le monde du surf. Je pense à des filles comme Justine Dupont qui envoie grave à Naxaré et puis sur plein de supports, quoi. Enfin, pour moi, Justine Dupont, c'est vraiment un modèle dans le sens où elle sait tout faire. Shortboard, gros, longboard. Tracté. Ouais, c'est ça. Elle regarde les vagues et elle prend le support qu'il faut. Et ça, c'est hyper intelligent, alors que shortboard ou longboard, il faut s'adapter à l'océan, quoi. C'est la base de notre sport, je pense. La base du surf, de s'adapter, de prendre la bonne planche selon les vagues, puis après aussi de s'adapter à la vague, quoi. C'est ça qui est parfois difficile en surf, où tu vas absolument bosser sur un truc, et en fait, la vague te permet pas du tout de le faire. Et c'est pour ça aussi que c'est toujours compliqué, des fois, les débuts de session, quand tu connais pas... de voir comment marche la vague, de capter le truc, et après, une fois que c'est parti, c'est là que tu t'éclates, quoi. Mais c'est ça qui est beau aussi dans le sport. Enfin, maintenant, quand t'as les wave gardens et tout, pour s'entraîner, je pense que c'est génial, mais ça casse vachement cet aspect d'adaptation et de la météo, quoi. Genre, c'est à la base du sport. Comprendre la météo, comprendre les vagues, comprendre comment elles déroulent, comment elles se forment, c'est carrément important. Et ouais, pour revenir aux filles... même maintenant, il y a des profs filles, donc ça c'est génial. Moi j'en avais jamais eu. J'ai commencé il y a 13 ans maintenant, jamais eu de prof filles. Alors maintenant on les voit sur les plages et ça fait plaisir. Et puis elles envoient grave, quoi. Enfin, plein de meufs qui envoient grave. Il y a une place de ouf. Et des fois ça arrive encore d'être toute seule à l'eau au milieu de 15 mecs. Mais je sais pas. Moi ça me gêne pas. Souvent c'est hyper respectueux et il n'y a pas de. J'ai jamais eu trop de soucis à cause de ça, quoi. Mais non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus dans l'eau. Ok. Alors, une question. Comment vis-tu la mise en tourisme du territoire, notamment en ce qui concerne le logement ? Ouais. Bah alors ça, même au niveau du logement, je pense que c'est pas que le tourisme. Parce que, genre, c'est une galère de se loger ici maintenant, quoi. Que ce soit en location ou en achat. Les prix, ils ont monté en flèche depuis le confinement, c'est un truc de ouf. Avec des gens qui ont acheté, même sans venir voir, quoi. Des gens qui connaissaient pas le territoire et qui ont acheté sur photo. À première vue, il y en a pas mal qui déchantent un peu parce que ils ont passé un hiver ici tout seuls et ils ont vu ce que c'était. C'est rugueux. Ouais, c'est ça. Bon, encore cet hiver, ça a été parce qu'il n'y a pas eu tant de tempêtes que ça, mais... ouais, ils voient aussi que ils disent que c'est compliqué de s'intégrer, etc. Mais après, peut-être qu'ils font pas aussi d'efforts et qu'ils ont pas la mentalité qui colle avec les gens d'ici et avec le cadre, quoi, le territoire. Et ensuite, bah, tout ce qui est période estivale, là, c'est la galère pour se loger pour les gens qui veulent bosser. Enfin, moi, je sais que j'habite dans un gîte actuellement au Letty, du côté de Bénodet, et que je dois partir en juillet-août. Parce qu'ils le louent en Airbnb pour le double de mon prix de loyer qui passe à la semaine, quoi. Donc ça implique des changements. Moi je sais que je vais vivre en caravane pendant 2 mois cet été. Et je suis pas la seule, hein. On est pas mal je pense dans ce cas-là. Et c'est... Alors d'un côté on peut comprendre qu'ils veulent faire de la thune parce que bon, ils ont un logement là au bord de la mer, ils en profitent, quoi. Mais d'un autre côté, c'est pas normal que ce soit pas possible de se loger pour des locaux et des gens qui veulent bosser là et qui restent là toute l'année, quoi. Ça, c'est... Il faudrait qu'il y ait des politiques qui soient mises en place pour bloquer, pour qu'il n'y ait pas autant de maisons secondaires avec des gens qui vivent là-dedans, un mois par an, qui font absolument pas vivre le territoire. Et non, ça, franchement, c'est révoltant, quoi. Enfin, je comprends pas, ou qu'on oblige à vendre, à choisir des gens qui bossent ici, enfin... Mais d'avoir toutes ces baraques fermées là, à Bénodet, toute l'année, c'est affligeant, quoi. Des trucs énormes en plus. Donc voilà. Donc après, il faudra trouver soit un logement. Enfin, moi je chercherai un logement à l'année prochaine, je pense. Ou parce qu'à l'achat pour l'instant c'est inaccessible, quoi. À moins de trouver peut-être un terrain, tu vois, constructible, de faire une tiny ou un truc comme ça, mais encore, quoi. Faut voir combien ça coûte ici. Mais non, j'avoue, le logement, une vraie question sur la côte ces temps-ci pour que ce soit occupé par des gens qui ont
qui n'ont pas conscience du territoire aussi, peut-être sur lequel ils sont, de l'histoire du territoire, de la vie sur le territoire, et qui arrivent là juste parce qu'ils ont les thunes pour se payer une baraque en bord de mer, quoi. On a eu parlé ensemble des formations intensives en langue bretonne. Tu sembles être intéressé. Qu'est-ce qui t'attire vers ces formations ? Alors du coup la candidature est envoyée, donc on verra pour l'année prochaine si ça marche là pour l'automne. C'est à quel... C'est avec Roudour à Quimper. Okay. Donc formation de 9 mois à 35 heures par semaine pour essayer d'être autonome à fond en breton, quoi. Bah je trouve ça... j'ai besoin tout le temps de faire des trucs utiles, et je me dis putain, préserver le breton c'est carrément un truc que je trouve dingue et auquel j'ai envie de participer. Du coup je me suis dit... c'est quoi le meilleur moyen ? Donc c'est de l'apprendre et d'essayer de le transmettre après. Donc ça demande du temps, mais il faut s'investir et il faut prendre du temps pour des trucs qui nous tiennent à cœur. Toi, tu disais que pour toi c'était un axe politique de parler breton et je suis carrément d'accord. Et ça permet d'échanger avec plein de gens qui ont souvent après la même mentalité. Et pour moi, c'est une porte d'entrée sur plein de projets qui pourraient arriver derrière. J'ai eu l'occasion de bosser dans une communauté de communes en tourisme, donc ça peut être un lien vers ça. J'aimerais trop l'enseigner avec tous les âges, que ce soit des adultes, des enfants, des ateliers découvertes. Ça peut être aussi un lien avec des médias, radio, vidéo, comme toi tu fais, pour des projets un peu à part, mais qui parleraient carrément sur le territoire. Et j'ai vraiment envie de découvrir la langue bretonne, ses racines, tout le lexique qui va avec, ses caractéristiques, et de pouvoir aussi rencontrer des gens grâce à ça qui sont dans la même veine, même pensée. J'ai une partie de ma famille aussi qui est bretonnante, donc ça va être l'occasion de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir les comprendre, quoi. Et non, j'ai trop hâte. Si ça marche, j'ai trop hâte. Et puis, je pense que ça va le faire. Hein. Donc, pas de raison. Un an de breton à fond. Et puis, pour plein de projets après, derrière, qui s'ouvriront, ça, c'est sûr. Ok. Tu es engagé dans plusieurs associations ? Ouais. Lesquelles ? Alors, la première association, c'est une association qui s'appelle Écohabitons. Donc, les 3 associations, c'est des associations au niveau national. La première, Écohabitons, la ligne directrice, c'est de partager la diversité des pratiques et discours autour de l'écologie pour sortir de cette vision vraiment occidentale de l'écologie à base de zéro déchet, sortir du capitalisme vert, etc. Et du coup, moi, je suis surtout dans la partie lab de recherche. Là, on termine celui sur l'habitat écologique et questionner qu'est-ce que la maison écologique pour pouvoir voir dans le futur vers quoi on pourrait aller en termes de matériaux, aussi en termes de comment on habite un lieu. Et c'était voir plusieurs échelles. Moi, j'ai voulu bosser sur les Carter qui sont à Tronwen et sur le Low-Tech Lab à Concarneau avec la biosphère qu'ils ont créé, voir en quoi ça pouvait être un prototype d'un habitat écologique expérimental. Je suis dans une autre asso qui s'appelle Sillage. C'est un mouvement pour l'agroécologie chez les jeunes. L'agroécologie, c'est une thématique qui me tient grave à cœur parce que je suis pas mal révoltée sur l'agro-industrie, je pense, comme beaucoup de gens. Et j'essaye de voir comment on peut faire changer les choses pour l'instant à notre échelle, parce que c'est tellement énorme que des fois que tu dis que c'est un monde de ouf, quoi. Et je suis vachement branchée aussi permaculture, donc c'est pour ça que l'année dernière j'ai voulu partir en woofing. J'avais eu toute la théorie pendant les confinements, parce que je m'étais dit, putain, autant mettre tout ce temps qui nous est donné dans quelque chose de constructif, d'utile et de résilient, parce qu'avec le Covid, on était en plein dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre à la permaculture théorique avec des MOOC et des formations sur Internet. Et je me suis dit l'année dernière, prends un an et va voir comment on fait sur le terrain, quoi. Donc j'ai carrément appris plein de trucs, des expériences de ouf, des super rencontres. Et voilà, ça sera carrément utile pour la suite, pour des autres projets. Et la dernière asso, c'est un projet qui s'appelle Forcy, qui est lié à l'association Climate. Et là, c'est tout ce qui concerne la sensibilisation pour la préservation des océans. Donc on bosse sur des thèmes assez variés comme la surpêche, la biodiversité marine, la pollution plastique,
les expéditions de découvertes variées, etc. C'est hyper ouvert. Et donc toutes ces assos, on est, pour l'instant, moi je suis vraiment dans la sensibilisation et l'information, mais je pars du principe que l'information c'est la base, parce que si on connaît pas et qu'on comprend pas, on pourra pas agir. Et il y a vachement ce lien gouvernant-gouverné, où les gouvernants considèrent que la société civile sait pas et peut pas comprendre. Alors moi j'ai envie de transmettre ce que nous on peut chercher, trouver, pour qu'on leur dise si en fait on comprend, on connaît les décisions que vous prenez, on voit dans quel sens ça va aussi, et vous pouvez aussi agir comme ça. Parce que je suis pas pour l'instant dans des mouvements qui sont plus radicaux au niveau des actions, même si j'en soutiens pas mal par la pensée et pour les actions qui y mènent. Je pense que je suis pas encore prête à m'engager là-dedans, parce que ça demande un investissement qui est différent encore de celui de faire simplement de la sensibilisation ou de l'information. Mais pour moi, il faut vraiment passer par ces luttes collectives, des luttes locales aussi. Donc pour l'instant, je suis dans aucune association au niveau local. Mais s'il y a des projets comme on avait vu à Tréguennec avec le lithium, là, il faut qu'il y ait des luttes locales qui se mettent en place pour dénoncer ces projets-là qui pourraient arriver. Et dès que ça touche, je pense, au territoire où tu vis et où tu vas tous les jours pour te promener, bah, là, c'est normal que tu te sentes hyper investi. Et c'est là que le local donne tout un sens à ton action. Ensuite, je suis vachement convaincue du niveau local, du niveau collectif, du fait de montrer l'exemple, que tel ou tel projet, bah, ça a marché, donc tu peux faire pareil. Mais je suis aussi convaincue qu'il faut un changement de système au niveau plus global. Donc, que ce soit au niveau de l'économie, avec une sortie du capitalisme, et pour moi, aller vers la décroissance carrément. Que ce soit au niveau de l'éducation, de la politique, avec des questionnements sur la légitimité de la démocratie représentative. Enfin là, on va être en plein dedans avec les élections. De l'agriculture, avec là tellement de trucs à faire et à changer. Et le changement ne viendra pas des institutions actuelles, hein. Ça c'est sûr, je pense qu'on est assez clair là-dessus. On n'a plus trop d'espoir de ce côté-là, quoi. Surtout avec le quinquennat Macron et potentiellement ce qui arrive en avril. Mais pour moi, il faut un changement de système à tous les niveaux. Et alors, c'est pas évident, hein, je sais pas trop comment ça va se faire, mais la société civile, c'est sûr, aura carrément un rôle à jouer. Et il va falloir se bouger, quoi, parce que c'est pas comme si on avait beaucoup de choix aussi avec tout ce qui se passe au niveau climatique, quoi. Et il faut qu'il y ait des systèmes plus globaux au niveau national qui interdisent des choses qui auraient dû être interdites depuis des années et qui permettent d'impulser des projets qui vont dans le bon sens, quoi. Alors que là, c'est pas possible de voir que il y a encore des produits qui soient mis dans les sols, on sait ce que ça donne, on sait les impacts que ça a. On a encore un modèle agro-industriel qui va dans ce sens-là et qui favorise les immenses fermes en monoculture. On a encore des laiteries qui font du lait en poudre pour être envoyé en Chine, alors que même les éleveurs eux-mêmes sont pas d'accord et qu'ils peuvent rien faire pour changer ça. Donc, mais genre, c'est affligeant, quoi. C'est révoltant, et le problème, c'est que c'est dur de savoir à son échelle comment on peut agir. Quand en plus, dès que tu commences à t'informer, tu prends tout dans la gueule. Et des fois, il y a des jours où tu te dis, mais putain, alors c'est pas possible, quoi. Alors, mais où on va ? D'où on vient, où on va et pourquoi on va par là, mais ils se rendent pas compte, quoi. Et là, tu te rends compte que t'es tout petit, quoi. Donc moi, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est quand même de continuer de m'informer et d'essayer de transmettre ça. Et je pense que par la suite, ça se traduira par autre chose. Et par la mise en place de projets au niveau local dans lesquels je me sens bien, créer un lieu, un super lieu collectif en Pays Bigoudin. Ça, je pense, c'est un truc qui me plairait trop par la suite. Avec plein de trucs, du maraîchage, des ateliers bois, fabriquer des bateaux, des roulottes, enfin voilà, quoi. Plein de projets trop cool qui peuvent se faire pour être bien aussi dans le lieu où on vit, quoi. Peut-être certains diront que c'est une forme de développement personnel et de recherche de bien-être, et je pense que c'est le cas, mais si t'as cet aspect militant où tu t'en prends pas mal dans la gueule aussi avec tout ce que tu lis, les militants qui sont engagés plus radicalement, qui en prennent plein la gueule aussi
de par la police, la justice, etc. Il faut quand même un endroit où tu te sens bien et où tu puisses réussir à vivre, quoi. Et oui. Et du coup, on en vient à sûrement la dernière question. Ouais. Quelle est ta vision du surf en pays bigoudin? Alors, moi je trouve déjà le pays bigoudin, c'est une diversité de spots incroyable, puisqu'on va de limite Cap-Sizun, donc Port-Spoulan, jusqu'à Combré de Sainte-Marine, quoi, avec des kilomètres de côte et des spots partout. Et ça marche toute l'année, quoi. Ça, c'est un truc de ouf. Tu peux. Germain, il m'a dit on peut surfer quasiment 364 jours sur 365, quoi. Et c'est vrai, parce que t'as des spots de repli, t'as des spots qui sont bien exposés, selon les vents, les houles et tout. C'est incroyable. Et pour moi, les Bretons, c'est avant tout des amoureux de l'océan. Et pas que vraiment du surf comme on peut avoir peut-être dans les Landes, où j'ai l'impression que c'est vraiment la recherche de la performance. En Bretagne, on a aussi le fait d'apprécier de juste être dans l'eau, de regarder la côte, t'as des paysages de ouf. Enfin, des fois, moi je suis juste contente d'être dans l'eau parce que le paysage est trop beau, quoi. Même si tu prends pas de vagues parce que tu galères ou que c'est pourri, mais t'es toujours content d'être dans l'eau. On a un surf aussi qui était moins connu pendant plusieurs années, il a été moins connu, beaucoup moins mis sur le devant de la scène. À première vue, les Bretons, c'était un peu les losers quand ils arrivaient dans les grosses compètes et tout. On demandait s'il y avait des vagues en Bretagne, quoi. Et il y a carrément des vagues. Et maintenant, on a des figures qui au niveau national, international, montrent que le surf breton, il y a un vrai niveau. Je pense à Gaspard Larsonneur, qui actuellement fait des super résultats au niveau international. Là, il part au Portugal. Il a fait Huntington, il a gagné aux Canaries. Enfin, il y a des. Il a toujours refusé d'aller s'entraîner dans le sud-ouest, quoi. On lui a proposé plein de fois et il s'entraîne tout seul ici. Et c'est un vrai choix de sa part et une vraie identité d'avoir le surf breton. Je pense à Yann Fontaine qui est sur la même voie aussi, qui a été et qui revient là après sa blessure. Je pense à Thomas Joncourt qui pour beaucoup est une légende du surf et c'est carrément le cas. Enfin, en pays bigoudin ici, pareil, il a beaucoup apporté au surf breton et même au niveau des jeunes encore maintenant. Et il y a aussi toute une nouvelle génération de super jeunes surfeurs avec Théo Julitte, Tétouan Canevet, Jules Roland. Enfin, c'est des super surfeurs d'ici qui montrent au niveau national qu'il y a un niveau en Bretagne. Et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir et en plus, il reste accessible dans l'eau. Enfin, l'ambiance à l'eau est quand même cool en Bretagne, quoi. C'est rare de tomber sur des gens qui vont te dire de dégager ou il y a quand même cet accueil. Quand tu connais des gens, c'est plus facile. Enfin, moi, c'est par là que je suis passée. On m'avait identifié à d'autres personnes ici. Donc maintenant, sur les spots, j'arrive, c'est assez facile. J'ai une place qui commence à se créer. Et je comprends qu'au début, c'est pas évident. Parce que moi, la première fois que j'arrive, tu sais, tu connais personne. Donc c'est pour ça que le club, moi, ça m'a aidé. Et c'est peut-être ça aussi que j'ai envie de dire aux gens qui arrivent, aux nouvelles personnes qui arrivent sur un territoire et qui veulent se mettre au surf. Passez par le club, passez par les écoles pour rencontrer du monde. Ils vous conseilleront où aller aussi selon votre niveau. Et pour vous éviter de vous mettre dans des situations qui vous dégoûteraient du surf à terme, quoi. Que ce soit en termes de conditions où c'est trop gros, vous pouvez pas y aller, ou en termes d'ambiance à l'eau où on sait que des fois c'est un peu touchy et qu'il y a des gens qui ont une grosse place ici, quoi.